La dystopie. Par définition, l'anti-utopie est le contraire du monde idéal. Le meilleur des mondes d'Huxley, Fahrenheit 451 de Bradbury ou 1984 d'Orwell. Longtemps considérés comme des fictions, ces romans sont devenus la réalité. Et il semble que les choses soient en train d'empirer. Je vous écoute, mademoiselle Newton. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon? Si j'ai bien compris, tout va très mal. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrange? Depuis quelques années, j'avoue que j'ai du mal avec la direction de Disney. Sans doute qu'ils sont nettement plus obnubilés par leur image et par les profits, comme toute entreprise, vous allez me dire. Mais depuis que les grosses franchises comme Marvel ou Star Wars ont pris le dessus sur leur catalogue, ils ont une gestion étrange de leur production. Comme si ils ne croyaient plus en leur création originale, qu'ils préféraient capitaliser sur des choses plus faciles, mais rentables, et que l'âne de Disney s'était envolé petit à petit. Où est partie la magie ? On avait déjà abordé Lone Ranger, qui fait partie du trio d'échecs cuisants chez Disney. Alors aujourd'hui, je veux m'attaquer au deuxième film, qui a subi les foudres de cette nouvelle gestion. Un film bizarre, victime d'une mauvaise communication, et qui recèle pourtant toute la magie dont Disney peut faire preuve, mais également une part de vérité qui fait froid dans le dos. Je sais qu'il a beaucoup de problèmes, mais j'adore Tomorrowland, et son échec fait mal, et était même précurseur de ce qu'allait devenir Disney. Ça y est, ça tourne? Ouais, vas-y, présente-toi. D'accord. Alors, je m'appelle Franck. Salut, ça va? Répondez pas, c'est pas une vraie question. Bien. Avant toute chose, une petite mise au point. Tomorrowland, ou À la poursuite de demain en français. Non mais ce titre est un film de science-fiction réalisé par Brad Bird et coécrit par Damon Lindelof en 2015. Une aventure rocambolesque où une jeune fille trouve le moyen de se téléporter vers un autre monde, Tomorrowland. Brad Bird, c'est Ratatouille, Le Géant de Fer, Mission Impossible 4 et aussi Indestructible. La télécommande de Syndrome! Et Damon Lindelof, c'est Lost, la série Watchmen, The Leftovers et Prometheus. Oh putain! Un duo pour le coup atypique et qui sur le papier, au-delà de l'étonnement, attire la curiosité. Car même si le film au départ devait être une création purement originale, c'est la collaboration entre les deux artistes qui ont emmené le film vers l'attraction Tomorrowland, comme Pirates des Caraïbes avant lui. Au passage, rien que l'histoire de ce parc mériterait une vidéo à part entière, tant il reflète son créateur, Walter Elias Disney. Et c'est ça qui va définir cette adaptation, la fascination de Walter Disney pour le futur et tout ce qu'a emmené la conquête spatiale. Entre les années 50 et 70, malgré un contexte fragile de la guerre froide, le monde se voyait pousser des ailes avec l'espace et ce que le futur pouvait apporter. Alors Walter se lança dans la création du parc Tomorrowland, mais également dans le EPCOT, un projet faramineux et utopiste où tout serait possible. Tu ne t'es jamais demandé ce qui arriverait si tous les grands scientifiques, les grands artistes, les génies, les esprits les plus créatifs, les plus brillants du monde décidaient un jour de s'unir et de tout changer? Ouais, Rapture, je connais, ouais. Au-delà de ce projet un petit peu trop idéaliste, voire même effrayant, c'est surtout un optimisme, un espoir qui s'en dégage et qui a perduré pendant plusieurs années. C'est ainsi que Brad Bird, Damon Lindelof, soutenu par un autre scénariste, Jad Jensen, ont voulu retrouver ces sensations dans un film d'aventure et de science-fiction où la magie des films d'antan pouvait revenir. It was trying to figure out how to take people on the journey. And, we knew that Tomorrowland as a place was only going to be part of this story. A lot of it is the road to getting there. It's kind of like Wizard of Oz in that. You don't spend the movie dancing around Oz. You kind of go to Oz and then go away from Oz in Wizard of Oz. So Wizard of Oz is more about the journey, and I think this film is too. Pour vous dire à quel point Brad Bird était emballé par le projet, il a refusé de faire Star Wars 7 pour se concentrer sur Tomorrowland. Et même face à l'accueil froid de son projet, je me dis qu'il a bien fait de pas y aller. Car oui, le film n'a pas marché. Il aurait coûté 190 millions et en aurait rapporté que 200. On estime les pertes à plus de 150 millions. Ça fait mal. L'histoire suit mon nouveau crush, l'actrice Britt Robertson. Pardon. L'histoire suit Casey, adolescente brillante et optimiste, qui cherche à aider son père, ingénieur à la NASA. Après avoir été arrêtée par la police suite à une tentative de sabotage, elle découvre un pins que je veux absolument, qui possède des capacités spéciales.
En le touchant, Casey se téléporte dans un nouveau monde, Tomorrowland, un lieu futuriste où tout semble paradisiaque. Casey veut y retourner, mais elle découvre qu'elle a été choisie par une petite fille afin de sauver ce monde en danger. Elle fera la rencontre du seul homme capable de l'emmener là-bas, un inventeur de génie et acariâtre, Frank. On t'a manipulé, on t'a fait croire que tu étais quelqu'un d'indispensable. Quelqu'un de différent. Mais c'est pas vrai. Oh, ça c'est pas très gentil. C'est vrai que ça fait mal de voir que ce film a bidé, car tout dans ce projet, de la réalisation jusqu'à ses thématiques, était porteur d'un symbole fort contre ce qui allait arriver après sa sortie. Même les défauts qui y sont reprochés ont du sens. Et à travers ce film, je vois surtout 3 passionnés qui ont voulu sortir du cadre de Disney pour apporter du positif. Et encore aujourd'hui, on en a besoin. Mais avant de voir les raisons de cet échec, pourquoi Tomorrowland ? Bah c'est trop bien. Déjà parce que Brad Bird montre qu'il maîtrise parfaitement la réalisation, autant en animation qu'en live action. Il a su brillamment renouveler une grosse licence comme Mission Impossible, avec ses plans vertigineux, ses mouvements ingénieux, mais également avec un très bon dosage entre le sérieux et l'humour. Tomorrowland est ainsi le prolongement de cette ingéniosité pour apporter une esthétique forte et impactante. Quand on voit le film, les idées en termes de design et de décor foisonnent. Une tour Eiffel qui se scinde en deux pour laisser place à une fusée. Non mais rien que ça vaut le coup. La patte futuriste de Tomorrowland émerveille. Un mélange de modernisme, steampunk et art contemporain s'en dégage. Et il est vrai qu'on rêverait de se perdre dans les méandres de cette cité. Les bâtiments ont des formes circulaires, cylindriques, à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir. De la végétation partout, les monuments ont des tailles démesurées. Comme qu'ici, on a des étoiles plein les yeux. Mais celui qui en parle le mieux, c'est le chef décorateur Scott Chambliss. The first thing that I am concerned about when I start to design something, anything for a movie, is what is the emotional story that we want to tell here. And in terms of Tomorrowland, we have 3 different stories that we were telling. The first time we see it, it's still under construction. There's all the energy of that behind it and all the hope behind it, the excitement of seeing something new and something big and spectacular, but it's not done yet. Second time we're there, it's in full flower. It's like reached this idealized version of itself where everything is firing on all cylinders and it's beautiful and it's exciting. It's inspiring hope and a desire to be there. It's just supposed to make you want to get there and stay there and, you know, have this exciting life. And the next time we come there, the whole place has gone to basically a dictatorship run by one guy who's about accruing power only for himself. And that's all he cares about. And visually speaking, the only thing that the city portrays at this point is a sense of neglect and abuse. Ce que j'aime surtout avec les décors, c'est qu'ils sont inspirés de véritables monuments, comme ceux créés par Santiago Calatravals, que je trouve bien stylés. Notamment son musée des arts et des sciences à Valence, où pas mal de séquences ont été tournées. Car oui, malgré ce que j'ai pu lire, les CGI n'ont jamais été une priorité. Brad Bird voulait garder un côté authentique à l'ensemble, et ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de décors naturels ou fabriqués, et ça offre un cachet supplémentaire. Sachant que les effets spéciaux sont loin d'être désagréables, surtout quand on compare avec ceux de Disney aujourd'hui. La mise en scène vient également sublimer les décors naturels, en étant à la fois inventive et immersive. Le film possède une énergie visuelle qui transporte le spectateur, et c'était clairement nécessaire pour une histoire de ce genre. Une caméra mobile au plus près de Casey, un superbe plan séquence pour introduire la cité, des mouvements dynamiques, une grandeur bien retranscrite par ses beaux panoramas, la caméra met bien en valeur ses décors pour bien nous immerger. On sent que Brad Bird s'amuse, et joue encore une fois sur le ton ingénieux entre l'humour et le sérieux. Tu m'entends? Je t'aurais prévenu! À 3... On pourrait pas forcément le voir au premier coup d'œil, mais tout son cinéma se retrouve ici, et c'est ce qui rend le film authentique. Brad Bird dépasse son statut de réalisateur de commande pour s'approprier l'œuvre. Que ce soit dans ses films d'animation ou en live action, j'aime comment il s'adapte et comment sa mise en scène arrive à être rafraîchissante et prenante. Un pur film d'aventure et de SF, comme Disney arrivait à faire autrefois. Mais ce qui marque le plus avec Tomorrowland, c'est ses thématiques et ses messages. À travers son personnage principal, Tomorrowland dénote. Dans un environnement hostile, Casey montre que l'optimisme et l'espoir peuvent encore exister, et qu'ils doivent avant tout être un moteur, et non pas une source de mépris ou de moquerie. Casey est un personnage foncièrement bon, très rare dans les blockbusters actuels. Guidé par ses rêves, son émerveillement, sa curiosité et par son envie d'aider les autres, Casey va propager son optimisme aux personnages et à nous, spectateurs. Elle devient la seule personne à comprendre le monde qui l'entoure, mais surtout la seule qui peut comprendre comment elle peut le changer. C'est là où le film est fort, mais surtout là où il m'a touché, parce qu'il montre qu'on a perdu notre capacité à rêver, notre ambition, notre envie de voir plus grand,
et surtout d'un monde meilleur. Mais cette perte, il faut pas voir ça comme étant une fatalité, mais juste qu'il faut la raviver. Le discours de Nix fait d'ailleurs froid dans le dos. Son constat sur l'humanité qui ne cherche plus à s'en sortir est créateur de vérité. Pas forcément dans son fond, mais plutôt dans sa forme, dans sa propagation. Nous avons vu l'iceberg. Nous avons alerté le Titanic. Mais vous avez continué à foncer droit dessus à pleine vapeur. Pourquoi? Parce que vous voulez couler. Vous avez baissé les bras. Et ce n'est pas la faute du Monitor, c'est la vôtre. Ici, le film ne montre pas que Nix a raison, mais il montre comment une idée peut être perçue, quand elle est mal interprétée ou mal communiquée. À force de montrer du négatif, d'alarmer, ou de jamais montrer du positif, les gens ne croient plus en rien. Et dans un sens, ce n'est pas forcément faux, quand on voit que les journaux télévisés et les réseaux sociaux transmettent quasiment que du négatif, sans jamais prendre du recul ou mettre en avant du positif, avec cette culture de la peur constante. On n'avait pas dit d'arrêter de parler politique? Mais je fais juste un constat, c'est pas ma faute! Ainsi, à travers la dualité entre Casey et Nix, le film veut partager que l'espoir est toujours présent, qu'il faut le mettre en avant de la bonne manière pour nous sauver. Tomorrowland parle de dépassement de soi, de sortir de son cocon pour aller plus haut, et nous aider à nous affranchir. Il le fait notamment grâce aux robots et à Athena, qui s'affranchit de ses missions pour faire ce qui lui semble juste. Et en tant que robot, elle semble ressentir de l'amour, des sentiments. Elle dépasse son statut pour évoluer vers le meilleur. Tomorrowland devient une ode à l'espoir, et se transforme en un propos philosophique sur la nature humaine. Évidemment, ça reste du divertissement, on n'est pas sur un essai filmique ou un documentaire, mais le trio derrière ce projet parvient à apporter des questions qui vont impliquer le spectateur, et les faire réfléchir sur leur situation. Brad Bird prolonge aussi ses thématiques narratives avec le pessimisme des adultes qui se confrontent à l'optimisme de la jeunesse. À différents degrés, on retrouve cette dualité dans tous ses films, où des personnages guidés par des idéaux et une ferveur vont se confronter à la réalité. Tomorrowland symbolise ainsi la quintessence de sa vision. On a besoin de rêver, on a besoin de s'entraider, on a besoin d'espoir, mais surtout d'optimisme. C'est quand même cool, hein? Mais l'optimisme et le positif, ça fait pas vendre. C'est sans doute pour ça que ça n'a pas marché. Bon, déjà, essayons d'être pragmatiques. Le principal problème vient de la campagne publicitaire et du calendrier de sortie. Beaucoup parlent de la mauvaise manière dont Disney a vendu le film. Film de pur SF, film se passant entièrement à Tomorrowland, campagne de pub tardive, pas mal de points ont été soulevés. Mais je pense surtout que Disney a préféré mettre en avant Avengers, Ant-Man et vice-versa, qui étaient assurés de rapporter des sous. Puis c'est vrai aussi qu'il n'est pas sorti au bon moment. Que ce soit en France ou aux US, le film est sorti entre Mad Max Fury Road, San Andreas et Jurassic World. Dès le départ, le film a été mis sur le côté et il n'a pas eu assez de temps pour s'imposer. Je vais pas vous apprendre un truc, mais la date de sortie d'un film et sa campagne publicitaire, c'est méga important pour sa réussite. Aussi, le projet n'est pas exempt de défauts, dont un qui pourrait jouer en sa défaveur. Tomorrowland est à la base une attraction exclusivement américaine. Pirates des Caraïbes a réussi à s'exporter à l'international par son concept et son univers, mais pour Tomorrowland, c'est plus compliqué. Surtout que bon, quand on voit que pas mal de scènes ont été tournées dans les parcs Disney, ça fait très film auto-référencé, et surtout grosse pub pour les attractions. J'avoue que le premier tiers du film m'a fait quand même ressentir ça, mais ça va, c'est pas non plus prépondérant. Et aussi, les films auto-référencés, donc les films qui parlent de films, et ici Disney qui parle de Disney, c'est rare que ça entraîne une vraie ébullition chez les spectateurs. L'attraction était également méconnue en France, donc pareil, un intérêt plutôt limité pour la sortie du film. Tout ça a mis en avant les défauts du film. Bon, pour moi ça justifie pas l'échec en lui-même, mais c'est pas négligé. J'ai beau adorer la mise en scène de Brad Bird, il est vrai que le dernier tiers est un peu plus sage. Une fois arrivé dans le vrai Tomorrowland, on perd un peu la folie des débuts, c'est dommage. Le rythme du film est aussi un peu étrange, un peu trop linéaire. À mes yeux, la première partie du film, je ne l'aurais pas monté de cette manière. Je pense que commencer direct avec Casey et voir toute la partie sur la jeunesse de Frank en parallèle, ou en flashback, aurait été sans doute plus efficace en termes de rythme. Ouais, enfin déjà réalise un film, après on verra. T'es vraiment aigri aujourd'hui. Et puis même si l'histoire se suit naturellement, et que les acteurs sont bons et paraissent impliqués, c'est con à dire, mais ouais, l'optimisme ne fait pas vendre. J'ai vraiment cette impression que dès qu'un film veut mettre en avant des sentiments positifs pour guider le récit et aider ses personnages, c'est généralement moqué, voire méprisé. Et très souvent, les histoires dystopiques, les méchants dans les films, les scénarios catastrophes ou quoi, ça attire et intéresse plus. Je ne sais pas si c'est lié à la période dans laquelle on vit actuellement, qui n'est pas une des meilleures, faut pas se le cacher, mais il est vrai que la naïveté, ou n'importe quel sentiment de bonté, peut vite être abaissé, sous prétexte que ce serait un manque de maturité ou illusoire. Pourquoi ça doit forcément être un mal? L'optimisme, le positif, ça fait de mal à personne.
Au contraire. Les critiques que j'ai pu lire ont vu le film comme étant niais, pas ambivalent, et que le message du film n'arrivait pas à se transmettre. Je ne suis pas d'accord, mais encore une fois, chacun a sa façon de voir un film. Mais je me dis qu'après la réussite de Everything Everywhere All at Once et grâce au personnage génial de Waymond, ça pourrait peut-être changer. The only thing I do know is that we have to be kind. Je reconnais que mon analyse et mon discours aujourd'hui peuvent paraître moralisateurs, idéalistes ou guidés par la loi de l'attraction. Ce n'est pas le but. Tomorrowland a eu un gros impact sur moi. Et je me suis dit que ce qu'il partageait, que ce soit sur le processus de création cinématographique, mais également sur sa narration, on en a besoin aujourd'hui. On a besoin de sortir notre zone de confort, d'aller plus loin, mais surtout d'être guidé par du positif. C'est pour ça que j'ai relancé ma chaîne. J'ai voulu, à travers mes essais, partager des films qui me font du bien, qui m'ont aidé, et qui partagent des valeurs que je défends, ou qui m'ont touché. Sauf Hannibal Rising. Et The Upside. Non, parce qu'à un moment, faut pas déconner. Tomorrowland pourrait symboliser tout ce qui m'anime aujourd'hui. Un véritable moteur de créativité, et une ligne de conduite pour mon entourage. Évidemment, ce n'est pas aussi simple, et on pourrait me dire que je suis naïf. Mais encore une fois, la naïveté, c'est pas forcément un mal. Comme Casey, en étant guidé par l'espoir et par nos envies, on parvient à réaliser ce qu'on aime et à aider les gens. Et si, à mon humble niveau, je peux partager du positif, à aider à voir les films d'une autre façon, ou vous donner envie de donner une seconde chance à des œuvres, alors j'ai réussi ma mission. Tomorrowland est un ovni dans le paysage de Disney, qui mérite un second regard. Car grâce à lui, je me rappelle que parfois, l'optimisme, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas, aimez les films que vous aimez.